On a une question de Juliette Rouchier. Alors, pour ne pas la fausser, je vais la lire. La décision centralisée est meilleure quelle que soit la compliance de la population à l'instruction centralisée, ou est-ce qu'il y a des espaces d'équilibre où le centralisé devient moins intéressant que les règles choisies individuellement, ce qui expliquerait l'adaptation des choix politiques à l'opinion. Tu peux la lire dans le Oui, chat. je la vois. Alors, la question, en fait, du niveau de, disons, de respect, effectivement, des mesures contraignantes, c'est une question qui, à ma connaissance, n'est pas explicitement intégrée au modèle mixte macro-épidémiologique, en fait. C'est vrai qu'en particulier, l'usage de données de mobilité offrirait la possibilité de mesurer une forme de delta entre le niveau de mesure contraignante qui est introduit dans les modèles d'optimisation des agents et le niveau de contrainte qui, en pratique, est effectivement appliqué. Et donc, dans ce contexte-là, il n'y a pas véritablement de réponse dans la littérature mixte. Mais en revanche, il y a effectivement une question, ça c'est certain. Je suis désolée pour cette réponse qui n'en est pas une, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'on n'a pas ça dans les modèles d'optimisation des agents, la possibilité d'un delta en fait entre un niveau quel qu'il soit en fait de mesures contraignantes et le fait que les entreprises et les ménages se calent en fait sur un niveau de contrainte qui diffère de celui que l'autorité publique cherche à imposer. Et la deuxième partie de la question, c'était est-ce qu'il y a des espaces d'équilibre où le centralisé devient moins intéressant que des règles. Alors, en réalité, là aussi, en fait, je vais faire une réponse qui est une réponse indirecte. On peut imaginer, je vais peut-être repasser en partage d'écran juste une seconde en fait, on peut imaginer que le fait que l'autorité publique se place à un endroit plutôt qu'à un autre sur la frontière dépend en partie, ça doit être par ici, je pense, voilà, c'est la bonne diapo, dépend en partie du fait que l'autorité publique anticipe un niveau donné de respect des mesures contraignantes par les ménages et par les entreprises. Parce qu'en réalité, ce qui fait la manière dont la pandémie va être gérée dans un pays ou dans un autre, c'est à la fois, disons, la capacité technique à gérer la pandémie. Donc, dans la partie ici en haut à droite, on a une capacité qui est faible, puisqu'on n'a pas la capacité à cibler, on n'a pas la capacité à réduire la symétrie d'information sur le statut infectieux. Plus on va ici vers le bas et vers la gauche, et plus on a cette capacité technique. Et ensuite, sur chacune des frontières, on a les préférences de l'autorité publique. En termes de recul de l'activité et en termes aussi de nombre de décès projetés qu'on est prêt à accepter. Mais on peut imaginer que l'endroit où l'autorité publique va se positionner sur l'une de ces frontières va dépendre aussi probablement de l'anticipation, disons, de respect du niveau de mesures contraignantes, en fait. Voilà, je suis désolée, c'est aussi une réponse indirecte, mais je pense que on peut aussi, en fait, répondre à la question qui est posée à partir de ce concept en fait, de frontière optimale. Puisque tu as accès au chat, peut-être Cécile, le plus simple c'est que tu lises les questions et que tu Alors, réponds je soit vais juste d'ordre cesser de partager concordance. parce que j'ai perdu le chat en fait quand j'ai commencé à partager. Alors, Sur les mécanismes de voilà, au transmission de sujet des l'épidémie. mécanismes de transmission de l'épidémie, qu'en est-il du canal via les comportements des agents économiques, la VIX? Alors là, c'est une question donc sur la volatilité en fait des prix d'actifs. Alors, dans les modèles, dans la modélisation théorique, il y a très peu de prix d'actifs. En fait, il y a de manière vraiment extrêmement marginale un petit nombre de papiers dans lesquels on intègre la question de l'effet de la pandémie sur les prix d'actifs, mais une fois de plus, c'est par des mécanismes qui sont liés à la sphère réelle et pas spécifiquement en fait à la sphère financière, puisqu'on va connecter les prix d'actifs aux anticipations de profitabilité. Et donc, dans un environnement dégradé, les anticipations de profitabilité sont dégradées. J'ai vu relativement peu de choses, en fait, et même dans le domaine empirique, finalement. L'une des raisons étant peut-être que, finalement, on a constaté une très forte volatilité dans les tout débuts de la pandémie, mais ensuite, la surprise, c'est peut-être que, finalement, l'effet sur les prix d'actifs
il est très difficile à observer, hein, c'est-à-dire que les principaux indices boursiers sont revenus à des niveaux qui sont comparables, voire supérieurs à ceux qu'ils étaient avant la pandémie. Donc on n'a rien de particulièrement clair et du coup on a peu de littérature en fait. Pour conclure en fait sur cette question, effectivement on a une volatilité qui est très forte mais de manière assez ponctuelle en réalité. Et pour ce qui est de l'effet à long terme, je dirais que c'est peut-être un peu tôt effectivement pour les travaux empiriques. Dans les modèles macro, ça existe mais c'est marginal. Alors, la question suivante, certains secteurs ont été relativement à l'abri de la pandémie, finance, comment est-ce qu'un modèle de type DSGE peut capturer cela? Je dirais qu'en fait, un modèle de type DSGE peut le capturer dans la mesure en fait, où on commence à avoir un socle de littérature qui est relativement large sur la manière dont il est pertinent de décomposer les chocs macroéconomiques entre chocs d'offres d'une part et chocs de demande. Du côté des chocs de demande, on a une décomposition aussi entre des chocs de demande qui sont communs et des chocs de demande qui sont spécifiques. Et sur la décomposition sectorielle aussi, on commence à avoir un socle qui est relativement important. Le papier dont j'ai projeté des captures d'écran tout à l'heure, qui est un papier de Gourinchas et co-auteur, est devenu une référence en fait très rapidement sur ce sujet-là, éventuellement combiné avec des modèles qui sont des modèles de réseau de production. En fait, alors il n'y a pas de réseau de production du tout dans les DSGE, mais en tout cas, sur la décomposition des chocs, à la fois entre demande et offre et les différentes composantes des chocs d'offre et de demande et les composantes sectorielles, on commence à avoir de quoi faire. Du point de vue économétrique, les données pandémiques sont disponibles en haute fréquence, mais celles macro en basse fréquence. Oui, c'est gênant, effectivement. Oui, c'est le gros avantage en fait, des données épidémiologiques, c'est qu'on les a chaque jour. Les données macro, en fait, il y a des proxys. Les données de système de paiement, mais il faut y avoir accès, et les données de mobilité. En fait, c'est ce que font les gens qui font de la transmission par les matrices de Leontief de commerce international en particulier. Et toujours dans cette catégorie de disponibilité des données, Ouais. il y a une question qui s'applique aussi bien à des modèles de surveillance de la pandémie qu'à des modèles économiques, qui est face à l'absence de données. Nous, quand on a essayé de mesurer le R2T, ce qui m'a surpris, c'est que la France avait pris une décision de confinement le 17 mars et que les données hôpitaux agrégées à l'État national par département ont été disponibles le 19 mars. D'accord. Ça veut dire qu'à un moment donné, des décideurs ont pris des décisions au mieux sur des données partielles, potentiellement sur peu de données. Alors, est-ce que face à la sophistication des modèles qu'on met en œuvre, il y a des moyens d'incorporer intrinsèquement ou fondamentalement cette absence ou cette faible quantité de données Est-ce que tu as un avis sur ces familles? Alors, en macroéconomie, il y a deux approches essentiellement. Les modèles mixtes macro-épidémiologiques sont des modèles pour lesquels on a besoin de très peu de données, puisqu'en réalité, on a besoin de données qui sont des données non macroéconomiques, puisque ce sont les probabilités de transition entre les états du modèle de transmission virale. Et ensuite, ce sont des modèles d'optimisation. Et comme ce sont des modèles d'optimisation, finalement, on a besoin de très peu de données macro, en réalité. Alors, en revanche, on ne fait pas de prévision macro là-dessus. On choisit juste un niveau optimal de contraintes sur les déplacements et un niveau optimal de soutien de l'activité économique, en fait. Après, pour tout le volet macroéconomique, c'est vrai qu'en fait, finalement, on a deux vagues. On a une première vague en fait d'études dans lesquelles on a des données qui sont extrêmement préliminaires, qui sont utilisées. Et puis ensuite, on incorpore à partir de l'automne des données qui commencent à être disponibles de manière suffisamment exhaustive, mais pas avant, de toute façon.
Là, pour le coup, en macro, le temps est encore beaucoup plus long, hein, en définitive. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on a recours aux données d'enquête, hein, finalement. Ce que les macroéconomistes faisaient très peu, et on voit très bien sur les organismes qui publient des working papers macro aux États-Unis en particulier, qu'on revient en fait aussi bien pour les consommateurs que pour les entreprises à des études sur données individuelles à partir desquelles on fait des simulations et on produit des prévisions macro, en fait. Eric, tu avais des questions? Oui, j'ai posé sous forme synthétique en disant, si vous expliquez que la pandémie a fait vraiment changer tout ce qui non seulement les statistiques, mais votre réflexion sur les appareils statistiques, la possibilité de comparer, Eric, etc. on t'entend très mal, il faut que tu t'approches de ton micro, s'il te plaît. Oui, est-ce que ça va mieux là? Je demandais s'il n'y avait pas moyen de repenser épistémologiquement le pouvoir des prévisions dans nos sociétés. Alors, on est un peu hors pandémie, hein, je ne veux pas nier l'importance des tentatives scientifiques d'enrayer la pandémie, mais essayer de généraliser un petit peu, par exemple, ne serait-ce que dans votre discipline économique, en invitant peut-être les personnes qui sont un peu ce que j'appelle les donnéistes, les amoureux des données, à s'interroger sur l'efficacité de ces modèles, de ces prévisions. Une question Alors, un peu éloignée. je dirais certainement, et c'est probablement la direction dans laquelle on ira. Un autre point que je n'ai pas mentionné, qui est dans la version article, c'est qu'en réalité, la profession interroge même la nature de ce qu'il est pertinent de mesurer, en réalité. Quand on mesure la satisfaction collective, en particulier en utilisant comme mesure de satisfaction, par exemple, la valeur de la consommation sur une année, c'est le cas, je le vois, hein, dans une des questions en bas du fil de discussion sur l'estimation d'une année de vie perdue. C'est vrai que dans les modèles macro, en général, la mesure qu'on retient, c'est une mesure de satisfaction par le niveau de consommation. Bon, ce sont des modèles théoriques, hein, bien évidemment, mais dans les interrogations sur la production de statistiques, on a les interrogations méthodologiques, mais on a aussi finalement une interrogation plus profonde sur ce qu'il convient de mesurer. Alors, ce n'est pas uniquement quelque chose qui survient dans le contexte de la pandémie de Covid-19, hein, le fait qu'on ne puisse pas nécessairement réduire la mesure de la satisfaction à des concepts monétaires, par exemple le produit intérieur brut ou la consommation, mais ce sont des interrogations qui sont disons, remises sur le devant de la scène incontestablement par les difficultés méthodo-statistiques. C'est dommage que le professeur Lina ait dû nous quitter parce que la question aurait pu lui être posée aussi à lui, mais tu es là, alors on va te la poser à toi. Dans le conseil scientifique, il n'y a pas d'économiste, par exemple. Est-ce que, comment un gouvernement qui a arbitré entre des choses très différentes et incommensurables, comme tu l'as dit, comment pourrait-il faire travailler différentes sciences, différentes expertises de manière peut-être plus efficace qu'on a réussi à le faire pour l'instant? Alors, c'est une question à laquelle je n'ai pas véritablement de réponse. En revanche, ce que je peux dire aussi, c'est qu'effectivement, les termes de l'arbitrage sont incommensurables. Cela étant, une récession de grande ampleur a toujours aussi des conséquences sur la santé publique, en fait. Donc, quand on dit que c'est incommensurable, c'est vrai, mais c'est incommensurable à court terme. Si on considère les conséquences sanitaires sur quelques mois et à plus forte raison sur plusieurs années, ce n'est plus vrai en réalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va considérer cette deuxième séance close. On te remercie beaucoup, et aussi le nom de tout l'auditoire, et puis les deux orateurs. C'était vraiment... Une dernière question, est-ce que tu veux la lire et la prendre avant qu'on close? Ce n'est plus vrai, vous avez des estimations, mais je crois qu'il me manque une partie de la question, non? Oui, probablement. Juliette, est-ce que vous pouvez préciser un tout petit peu la question? Juliette, vous pouvez parler.
Alors, le micro est désactivé, hein, par contre. Alors, on va essayer. Il faut d'abord déplacer Juliette dans la liste des panélistes. Voilà, j'ai pu désactiver mon... Bon. Allez-y, Juliette. Maintenant, je mets... Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Absolument. Ah, merci. C'était juste parce que vous avez dit incommensurable, pas à court terme, mais à long terme, et ça m'intéresse parce que je voudrais savoir comment vous... Alors, je pensais... Alors, si la question c'est de savoir comment mesurer ou comment calculer, je dirais qu'en fait, la littérature dans laquelle on prévoit les trajectoires de faillite, en particulier par secteur d'activité, a donné lieu à une autre littérature dont elle est le socle, dans laquelle, par exemple, on fait des prévisions de perte d'emploi par secteur d'activité. Et je pense qu'à partir de ces mesures-là, on doit pouvoir commencer à avoir une idée. Alors là, pour le coup, la manière d'articuler les effets, l'irréversibilité des effets sur les pertes d'emploi à moyen terme et les effets en termes de santé publique, il y a forcément quelque chose qui existe sur ce sujet-là. Là, ça sort complètement de mon champ de compétences, mais on doit certainement pouvoir trouver moyen en fait d'articuler la littérature sur les effets sectoriels en termes de faillite et de destruction d'emplois et les effets sur la santé publique, ça c'est certain. Et puis, il reste probablement une difficulté à gérer qui est la pression de l'urgence face à des modèles qui sont compliqués, dont on ne maîtrise pas les incertitudes, donc qui rentrent comme un élément de complexité dans la prise de décision. C'est évident, c'est évident. Bon, ben voilà, c'était une séance extrêmement intéressante. Je vais partager mon écran pour annoncer la prochaine séance. Si je trouve encore ma présentation quelque part, là, voilà. Donc la prochaine séance, elle aura lieu le jeudi 27 mai. On aura le plaisir d'écouter Antoine Flao et Juliette Roucher. Le premier nous parlera des stratégies gagnantes pour la lutte contre le Covid. Et donc là, c'est de politique sanitaire dont il s'agit. Et Juliette Roucher nous parlera de la façon dont on peut aider à la prise à la décision en utilisant des modélisations sociales. Voilà, ça sera donc le 27 mai. Et je redis que le programme de ce séminaire est sur la page web de l'ICSI, ainsi que l'accès à quelques travaux de modélisation sur l'évolution spatio-temporelle de la Covid à travers des cartes et des cartes animées et interactives. Merci beaucoup à tout le monde. C'était un plaisir d'écouter Bruno Luna et Cécile Bastidon, et ce sera certainement un plaisir d'écouter Antoine Flao et Juliette Rocher dans 3 semaines. Merci beaucoup. Au revoir.